des plaques avec le bruit ambiant que vous pouvez écouter. Si ça vous intéresse quelque part, vous pouvez aussi vous rapprocher, on va encore un peu de place, tout va bien. Et on va commencer, je vais commencer par vous parler du 80e anniversaire de Batman, de manière un petit peu particulière, parce qu'on va parler de la famille étendue de Batman, avec le frère caché de Batman. Vous allez me dire, mais pourquoi parler du 80 ans de Batman en parlant de l'autre type? Et bien vous allez voir que finalement, parler de l'autre type, ça permet de discuter plein de choses sur la création de Batman. Alors, à commencer par le fait que le personnage que vous voyez sur l'image, ce personnage de roman, ce n'est pas Batman. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, même si à la crête, même si la costume, à part peut-être les deux oreillettes, on va voir ensemble que l'origine de la famille de Batman, d'une certaine manière, le concept de Batman remonte aux années 1920. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle The Bat, donc la chauve-souris, pour ceux qui ne sont pas anglophones, qui est adaptée de l'œuvre d'une romancière qui s'appelle Marie-Robert Reinhardt. Et en fait, la petite histoire, c'est que c'est une sorte pour ceux d'entre vous qui connaissent Agatha Christie, les romans, genre les criminels, des choses comme ça. Marie-Robert Reinhardt, elle avait beaucoup de succès avec des histoires comme ça, des huis clos où on demande qui a tué, est-ce que c'est le majordome, est-ce que c'est le colonel militaire, etc. Et donc, ces romans, à elle, c'est souvent ça. Les gens enfermés, on se demande de quoi les coups. Et elle avait eu un premier succès qui avait très bien marché. Donc, elle avait déjà vendu les droits. Donc, à un moment, elle s'est dit, je vais refaire le même roman, mais je vais rajouter un méchant au milieu, comme ça, on ne pourra pas me faire un procès par rapport au premier contrat. En fait, c'est la même histoire, mais une sorte de fantomas complètement sanguinaire, donc il s'appelle la chauve-souris. Et donc, vous pouvez voir que le signe distinctif, c'est à l'intérieur de la maison de laisser des traces de chauve-souris. Donc, quand on dit des traces de chauve-souris, c'est pas du bois de moi. C'est les logos de la chauve-souris. Et vous pouvez voir, ne serait-ce que sur la fiche, que déjà, ça fait un peu penser au 26 ans. Alors là, pour l'instant, en 1920, on est dans une pièce de théâtre. Mais cette pièce de théâtre a marché de manière assez inattendue. On va faire justement, bien sûr, le roman, la version romancée de la Pelleton de la sortie. On va en faire un film dès 1926 qui s'appelle Le film de Bat. Alors, le personnage que vous pouvez voir sur l'image là, c'est vraiment un film, on ne ressemble pas à ça. C'est pas une sorte d'Arsène Lupin qui fait des mais tout ça c'était fait sur la fiche pour attirer le public. Donc The Bat sort en mars 1926, tourné par un réalisateur qui s'appelle Roland West. Un réalisateur assez politique à l'époque, il va arriver aussi peut-être un énorme succès. Donc quand on a envie de donner un énorme succès, qu'est-ce qu'on fait déjà à l'époque? On fait un reboot. C'était déjà la logique industrielle du cinéma d'aujourd'hui. Donc dès 1930, il y a un film qui s'appelle le Bat Whisper, le murmure de la chauve-souris, qui à nouveau raconte les habitants de Grande-Bretagne sont exterminés par exemple de grands méchants en chauve-souris. Alors là, je ne vais pas regarder la bande-annonce, peut-être que j'en ai fait tout à l'heure dans la rotation. Mais en fait, le type, il y a un petit peu des airs de la caricature que je vous présente. C'est un mec en diagon noir, qui a une grande cape noire, pas tout à fait Batman, mais déjà dans le repère de tout ça, donnait un succès croissant. Si bien que, comme ma foi, les personnages chauve-souris, ça marche, en 1934, il y a des imitations qui se répandent dans le monde de l'édition. Et un romancier a l'idée d'inventer une sorte de héros détective qu'on appelle le Black Bat. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un héros détective qui s'appelle le Saint, c'est Contemplard. Et la logique, c'est un peu la même là. Le Black Bat, c'est un type qui est surnommé la chauve-souris noire, et qui laisse des petites cartes de visite derrière lui avec. Je sais pas pourquoi les détectives ont toujours des cartes de visite un peu bizarres, comme ça, pour tout le mais bon. The Black Bat, c'est
caractérise comme ça. C'est un Limmy qui n'est pas du tout costumé, mais qui éclaircit plein de crimes et qui se reconnaît à ce signe distinctif. Alors, on voit déjà au milieu d'un cercle, qui symbolise la lune, mais on reconnaît là aussi déjà toute l'esthétique qui va nous mener au bat symbole. Le vrai personnage dont je vais vous parler maintenant s'appelle Black Bat, et donc il est né en 1939. Il naît en gros à 15 jours, 3 semaines, au même moment où paraît le premier épisode de Batman, dans Detective Comics. Pourquoi? Parce que simplement, il a la même inspiration du costume, l'inspiration du costume de Batman, même si officiellement Bob Kane, qui est le premier dessinateur de Batman, a toujours dit qu'il s'était inspiré de vieux croquis de Léonard de Vinci. C'est cool parce qu'on sait que Léonard de Vinci ne fera jamais de procès, donc on peut y aller, quoi. Mais globalement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que par la suite, Bob Kane a dit clairement qu'il avait vu le film The Bat Whispers, dont je vous parlais tout de suite. Et donc à un moment, il y a un autre type qui a vu le même film et qui a eu à peu près la même idée. Et donc en 1939 apparaît donc, ce personnage qui est un héros. Là pour le coup, on a inversé le truc, c'est pas du tout un super vilain à la Fantomas. Et ce personnage s'appelle The Black Bat. Et vous pouvez voir que, en fait, essentiellement, il a le même costume que Batman, si ce n'est qu'il n'a pas les deux oreilles sur la cagoule et qu'il n'a pas le logo sur la poitrine. Mais la cape est distinctement reconnaissable. Et encore une fois, ce n'est pas une copie de Batman, c'est un truc qui est paru en même temps, avec l'incapacité de copier sur le héros des comics. The Black Bat, c'est un personnage qui va avoir un succès énorme dans les romans, au point, je crois que d'ailleurs, ça va durer jusque dans les années 50 et qu'on doit compter quelque chose comme toute édition confondue ou plein de choses comme ça. On doit compter quelque chose genre 130 ou 150 romans de Black Bat, donc c'est pas un petit personnage qui est apparu comme ça et qui a disparu. Et il se trouve que par contre, l'histoire est un petit peu différente de Bruce Wayne. Comme le sous-titre peut vous l'indiquer, le héros s'appelle dans le civil Anthony Quinn, qui n'a aucun rapport avec l'acteur, parce qu'à ma connaissance, en 1939, Anthony Quinn d'ailleurs n'était pas acteur de cinéma, donc il n'a pas imaginé qu'il soit inspiré de ça pour son pseudonyme, mais le Tony Quinn des romans, c'est un procureur qui est défiguré avec une bouteille d'acide, enfin qui reçoit une bouteille d'acide dans les yeux à l'issue d'un procès, et il perd l'usage de ses yeux. Et à la suite de tout un procédé, on va lui reconstituer la vision. Il va se rendre compte que finalement, grâce à ses yeux augmentés, réparés, maintenant il peut voir dans le noir. Donc il passe pour un aveugle, mais en même temps il voit très bien dans le noir, d'où ce motif de chauve-souris, puisque la chauve-souris est un animal nocturne, ça ne lui aura pas échappé. Et il va connaître donc plein d'aventures sous ce costume-là, avec la vieille technique habituelle qui est de dire que déguisé en chauve-souris la nuit, il va capturer les types qu'il n'a pas réussi à coffrer dans la journée quand il était au tribunal. Alors donc ce sont des romans vaguement illustrés, mais là encore, vous pouvez voir qu'on reconnaît distinctement l'armature propre à la cape de Batman. Et une fois encore, le délai de parution entre les deux fait que c'est impossible que l'un ait copié sur l'autre. Ils ont tous copié, par contre, sur les films qu'on a mentionnés précédemment, et ils ont copié de la même manière, donc ça donne un résultat très similaire, en tout cas graphiquement. Donc le Black Bat a plein d'aventures dans les bas-fonds avec des personnages qu'on peut associer un petit peu à des super-vilains. Il n'a pas de Joker à ma connaissance, un personnage qu'on puisse vraiment rapprocher de ça. Il est plutôt contre des gangs organisés. Et vous pouvez voir que contrairement à son cousin Batman, alors lui, il n'a pas le batarang, mais il ne rechigne pas à utiliser des armes à feu. Vous pouvez voir que c'est pas du tout un petit gadget anodin qu'il a dans les mains. Et donc ça nous amène à cette situation, c'est comment Black Bat et comment Batman ont pu cohabiter. Et bien il y a eu un moment où ils se sont rendus compte que de part étant sortis à peu près en même temps, il était impossible que l'un des deux attaque l'autre pour copie. Mais ils sont chacun, tous les deux, menacés parce qu'ils étaient les premiers sur leur propre support. C'est-à-dire que les propriétaires de Black Bat ont menacé DC Comics en disant « Ok, vous continuez votre personnage, mais on ne veut jamais voir un roman de Batman ». Et c'est pour ça que pendant des décennies, DC Comics a publié des romans de Superman,
Mais il a fallu attendre, je crois, la fin des années 60 pour voir les premiers petits romans de poche de Batman, parce que pendant longtemps, DC Comics n'avait pas le droit d'aller sur le terrain des romans, il se serait pris un procès de la part des propriétaires de Black Bat. Inversement, l'accord marchait dans l'autre sens. C'est-à-dire que les propriétaires de DC Comics, donc de Batman, ont dit aux propriétaires de Black Bat, ok, vous faites des romans, mais vous n'aventurez pas sur les bandes dessinées, parce que c'est notre précaré, on est les premiers sur ce terrain-là, et donc on vous fera un procès, votre BD deviendra une copie. Pour le dire de manière optimiste, on appelle ça un gentleman agreement, mais en même temps, c'est un petit peu je te tiens par la barbichette, et si jamais tu bouges, je te colle un procès. Ça n'empêche pas que Black Bat, il ne va pas passer inaperçu du monde de la bande dessinée. DC Comics, donc qui est l'éditeur de Batman, va se dépêcher de créer un personnage qui ne ressemble pas à Batman, qui s'appelle le Dr Midnight. Et le Dr Midnight, c'est un docteur qui devient aveugle suite à une sorte d'attentat fait par des criminels. Et à nouveau, on lui guérit un peu la vision. Il se rend compte au miracle qu'il peut voir dans le noir. Et donc, ça ressemble un peu. Et puis, honnêtement, si vous prenez l'image de Dr Midnight et vous l'imaginez en bleu l'espace d'un instant, vous vous rendez compte qu'on est très similaire du Black Bat. Donc, DC Comics, tout en disant aux gens de Black Bat, ok, vous ne venez pas sur les comics, ils se sont bien dépêchés en même temps de foutre un personnage très similaire dans leur propre publication. Puis à côté, il y a un petit personnage pas du tout connu qui s'appelle Daredevil. Et on peut aussi préciser que finalement, Black Bat, c'est aussi le premier des justiciers nocturnes aveugles. Et que sa descendance, avec des degrés, hein, les auteurs de Daredevil ne se sont pas dit tiens, si on copiait Black Bat. Mais l'un dans l'autre, il y a une généalogie sur plusieurs générations de personnages. Tous les archétypes de ces personnages-là ayant été expérimentés sur des personnages comme Dr Midnight, sans doute qu'au moment de créer Daredevil, les gens de Marvel ont pensé très fort à Dr Midnight, et donc par conséquent à la descendance de Black Bat. Il y a autre chose aussi, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé d'un procureur, donc le procureur Tony Quinn, qui défigurait avec de l'acide pendant qu'il lutte contre des brigands, et c'est en même temps, à peu de choses près, l'origine de Double Face, de Two-Face. C'est-à-dire que Two-Face est a priori le procureur de Gotham City, il est lui aussi attaqué à cause du d'acide. Alors lui, ça ne donne pas de pouvoir de vision. Il est proprement défiguré, il vient de lui Batman. Et là, pour le coup, on peut mal imaginer que les auteurs de Batman, au moment de créer Two-Face, n'aient pas pensé à l'origine de Black Bat, parce que par la force des choses, ils connaissaient l'existence de ce concurrent. Donc c'est pas du tout anodin. Mais le contraire est vrai, c'est-à-dire que je vous ai expliqué tout à l'heure que le Black Bat n'avait pas le droit d'aller sur les comics. Et en même temps, les propriétaires de Black Bat se disaient mais c'est con parce qu'on voit bien que Batman marche bien. Le nôtre se vend très bien en roman, donc si on arrivait à mettre notre personnage en comics, on vendrait sans doute des brouettes. Donc ils ont eu l'idée de se dire on va réinventer le personnage pour qu'il ressemble moins à une chauve-souris. C'est-à-dire que les romans de Black Bat continuaient de paraître, et eux se sont dit on va lancer un personnage un peu générique qu'on va appeler le Masque. Alors rien à voir avec les films de Jim Carrey et compagnie, hein, c'est vraiment un homonyme. Et en fait, The Mask, c'est le même personnage, c'est un procureur qui s'appelle Tony Machin, qui perd un peu la vision. Le scan est très mauvais, le scan est plus sombre à son côté. En fait, dans le premier épisode, il a un masque de hibou. Donc au lieu de se baser sur une chauve-souris, le personnage est basé sur un masque de hibou. Puis à un moment, ça paraît très ridicule, donc finalement ils abandonnent le masque de hibou pour reprendre un costume, une cagoule violette qui ressemble beaucoup plus à celle de Black Bat, et on décide que le personnage doit s'appeler The Mask pour éviter tout procès avec DC Comics. Donc c'est le même perso, le procureur Tony Quinn, Coyle d'ailleurs, parce qu'ils ont changé de nom propre, et avec la même origine, les mêmes aventures, mais débarrassé de tout élément qui pourrait ressembler à une chauve-souris pour éviter les procès avec DC Comics. Et bien entendu, comme ça ne ressemblait pas du tout au roman, et pas du tout à Batman, ça n'a absolument pas marché. Au bout de quelques mois, ils ont été obligés de remballer le masque. Alors là, vous pouvez voir aussi qu'il avait un certain nombre quand même d'ennemis comme un homme invisible. Il y a
l'auteur qui a publié ça a eu un grand succès. En France, c'est pratiquement inconnu. Même les films muets dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été un petit peu traduits en France, mais de manière complètement méconnaissable. C'est-à-dire que le Bat de 1926, en France, ils l'ont traduit l'oiseau de nuit. Donc bien malin qui saurait reconnaître dans les crédits que c'est censé être une chauve-souris. Mais bizarrement, en Allemagne, dans l'après-guerre, le personnage de Black Bat va avoir un grand succès, au point qu'ils vont adapter en Allemagne pour le public des demandeurs, ils vont continuer de créer des aventures sous forme de roman de ce personnage-là, parce qu'il y a un public et une grosse demande. Alors qu'en France, c'est passé complètement inaperçu, je crois. Je ne sais même pas si ça a été traduit, d'une manière très brève en tout cas. Il va y avoir plusieurs dizaines d'épisodes de romans allemands du cousin secret de Batman. En 1959, on va revenir un peu vers le cinéma. Alors là, c'est pas Black Bat, mais il s'agit de rebooter une nouvelle fois The Bat et The Bat Whispers. Mais simplement, comme Batman est devenu très célèbre dans les comics et puis d'ailleurs entre-temps, qu'il y a même eu des films Batman, et ben à ce moment-là, les gens qui font le reboot de The Bat, pour éviter les procès, décident que leur personnage ne peut plus ressembler à une chauve-souris. Ce qui est malin parce que le film s'appelle The Bat, mais il ne ressemble pas du tout à une chauve-souris dans le truc. Donc il a de vagues griffes, vous pouvez voir sur le, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, sur le banc, et on s'éloigne à nouveau du modèle de Batman parce que cette fois-ci, le personnage de Batman est très populaire et du coup les propriétaires menacent vraiment le procès n'importe qui voudrait faire à peu près la même chose. Et donc pendant des décennies, il n'y aura pas de comic book du Black Bat pour les raisons que je vous ai expliquées, jusqu'à ce que finalement ces dernières années, Batman a tellement été copié par d'autres éditeurs avec des vrais faux Batman, des dérivés, des choses comme ça, qui fait que le personnage de Black Bat, qui lui est tombé dans ce qu'on pourrait comparer avec du domaine public, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, n'importe qui peut publier des aventures de Black Bat. À un moment c'était plus possible et ça veut dire que même dans les comics on peut aujourd'hui publier des aventures de Black Bat sans être menacé de procès par le propriétaire de Batman. Et bien entendu plusieurs éditeurs, alors là c'est Dynamite Comics qui publie une série de Black Bat, mais je crois qu'il y a 2-3 éditeurs qui l'ont ramené sous des formes différentes. Plusieurs éditeurs s'amusent à lancer des séries de comics et on voit bien toute la scénographie là, sur la façon un peu gargouille montée sur le toit, ça renvoie à Batman. C'est-à-dire que c'est Black Bat, étant tombé dans le domaine public aujourd'hui aux États-Unis, devient une manière pour tous ceux qui voudraient faire des aventures de Batman, mais qui ont peur de se faire taper sur les doigts. Donc on crée des romans, voire même des courts-métrages de Black Bat, parce que c'est le versant domaine public de Batman. Et voilà. Si vous avez des questions, peut-être. Non. Alors, Black Bat, il n'y a pas d'équivalent de Batgirl là-dessus, on est très. C'est un personnage qui est un peu monomaniaque, il n'y a pas de Robin, il n'y a pas de choses comme ça. C'est un personnage vraiment solitaire, et c'est sans doute la grosse différence avec le personnage du comics qui ont vraiment une famille étendue, là pour le coup, qui a donné. Voilà. Dans une demi-heure, on aura une démonstration je n'explique pas une démonstration, on aura une rencontre avec un dessinateur qui s'appelle Robert Atkins, qui est connu pour dessiner un peu de G.I. Joe, mais aussi un petit peu de Spider-Man, et qui nous expliquera la narration, comment on fait la narration dans les comics. J'ai une demi-heure, c'est une bêtise, je veux dire dans 10 minutes. C'est parce que les conférences durent une demi-heure, voilà, c'est bon. Donc, si vous êtes là, c'est bien, c'est cool. On s'en verra moins. À tout de suite.